Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique et c'est l'occasion aujourd'hui de notre rendez-vous mensuel avec les équipes de Yomoni qui partagent avec nous leurs analyses sur le marché ETF avec cet observatoire mensuel de l'industrie ETF et Olivier Malteste à mes côtés en plateau, directeur des investissements de Yomoni. Bonsoir Olivier. Bonsoir Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Ouais, rendez-vous un petit peu avancé. On prendra quelques jours de pause à l'occasion du 8 mai pour Smart Bourse et donc on se voit aujourd'hui pour faire le bilan du mois d'avril. En termes de collecte, qui est quoi pour l'instant le plus petit mois de l'année en termes de collecte pour l'ensemble de l'industrie ETF en Europe là. C'est ça ralentit un petit peu. Alors il y a deux manières de voir les choses, c'est-à-dire de se dire qu'effectivement on est à 15 milliards, un peu plus de 15 milliards de collecte sur le mois d'avril, ce qui est plus bas que depuis le début de l'année. Si on se ramène sur l'année 2024 pour comparer, pour voir par contre le verre à moitié plein, c'est beaucoup plus bas. C'était déjà plus bas. Alors il faut remonter à avril 2024 pour voir un aussi petit mois et on était à 7 milliards. Donc on peut se dire que structurellement, le mois d'avril est toujours un petit peu plus faible. Et là, si on ramène 15 milliards à 7 milliards, donc c'est plus faible que depuis le début de l'année, mais par rapport à l'année dernière, ça reste quand même relativement fort. Donc l'année 2025 continue à être meilleure que l'année 2024. Y compris sur le mois d'avril, qui a une caractéristique, parce que je vois avril 23, on peut remonter même jusqu'à avril 22. C'est ça, mois d'avril. Qu'est-ce qu'il y a c'est quoi la saisonnalité spécifique d'avril ? Mais voilà, c'est en termes de collecte, ça se repose un petit peu, je pense, globalement. C'est ce qu'on peut observer. Donc, si on regarde juste depuis le début de l'année, on peut se dire que c'est un petit mois, et c'est vrai que c'est un plus petit mois que les précédents, mais si on compare par rapport aux autres années, on se rend compte que 2025 reste quand même sur un vent porteur, toujours pour la gestion des ETF, la gestion passive du coup indiciel d'une manière générale. Bon, ce petit mois d'avril, comment est-ce qu'il s'est décomposé effectivement avec malgré tout 15 milliards d'euros de collecte enregistrée Alors on voit quand même de la décollecte sur les obligations et les matières premières. Donc obligations, on y reviendra, c'est assez peu fréquent, et donc la collecte, c'est de toute façon massivement porté sur les actions avec pratiquement 14 milliards, 13 milliards 7 de collecte sur les actions, 500 millions de décollecte sur les obligations et 1 milliard 3 sur les matières premières. Alors si on focus tout de suite sur les matières premières, l'or a décollecté, donc on a eu un petit peu de collecte. C'est vrai qu'on voit historiquement qu'il y a peu de collecte sur l'or, sur les ETF, même si l'or a tendance à s'apprécier depuis de nombreux mois maintenant. Et là on a vu une décollecte d'environ 700 millions sur l'or. Sur le pétrole, ça fait pas grand-chose. 50 millions environ, donc c'est vraiment c'est plutôt flat globalement. Donc c'est plutôt l'or et les métaux précieux d'une manière générale, les paniers un peu de matières précieuses qui ont expliqué cette décollecte. Donc 1,3 milliard de décollecte globalement sur les matières premières. C'est souvent qu'on est en décollecte sur les matières premières. L'or qui a eu un run spectaculaire. On a dû gagner 20-30% depuis le début de l'année. Alors attention, dollar, euro, c'est pas tout à fait les mêmes performances, parce que le dollar a quand même baissé de 10%. Donc en euros, la performance est un peu amoindrie, mais elle reste. C'est ce qu'on voit souvent ensemble, c'est que l'or est pas se collecte. Enfin, c'est rare qu'on ait des forts volumes de collecte via les ETF. Il y a d'autres supports pour investir sur l'or. C'est ce qu'on observe régulièrement. Si on rentre dans le détail, alors des classes d'actifs plus traditionnelles comme les actions, les obligations, effectivement, comment est-ce que la collecte action a pu se répartir au cours du mois d'avril? Alors pour le 4e mois consécutif, on voit toujours des forts flux sur les actions européennes et les actions de la zone euro. Donc, au premier, c'est toujours les actions mondiales, les grosses capitalisations mondiales. Ça, c'est vraiment une tendance toujours très, très forte sur les ETF. Donc, c'est le premier. Mais pour la 4e fois consécutive, on a en 2e et 3e position les actions européennes et les grosses capitalisations de la zone euro. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qu'on voyait rarement. Et qu'on commence à faire une petite tendance. Exactement. Un mois ne fait pas une tendance, mais 4 mois, ça commence à dire quelque chose. Ça commence, voilà, exactement. Et on voit aussi, on a vu des flux sur les actions japonaises et suisses, mais c'est vrai qu'on a cette tendance sur les actions européennes qu'on observe depuis maintenant 4 mois. Et en termes de décollecte, par contre, là on retrouve les actions américaines, que ce soit sur les grosses capitalisations, les moyennes ou les petites capitalisations, donc globalement de la décollecte sur les actions américaines sur le mois d'avril, sur vraiment tout le segment, grosses capitales, moyennes et petites. Les émergents aussi. Et en termes sectoriels, sur le secteur financier, les craintes certainement de récession mondiale ont dû peser globalement. Donc c'est vraiment sur ces secteurs-là, donc actions américaines, que ce soit les grosses ou les petites capitalisations globalement, secteur financier et les actions émergentes. C'est assez cohérent avec les mouvements de marché, la dynamique de marché qu'on a pu observer ces derniers temps. C'est plutôt le reste du monde qui l'emporte sur les actifs américains dans leur ensemble et les actions notamment. Sur les marchés obligataires, plus de 500 millions de décollecte, effectivement. Qu'est-ce qui a moins séduit les investisseurs? Alors ce qui est intéressant, c'est que si on reste comme ça sur cette vue un petit peu macro, on a tendance à se dire
si on sort les obligations, c'est que c'est plutôt risk-on que risk-off. Donc on se dit c'est un petit peu étonnant. Si on rentre dans le détail, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que ce qui a souscrit quand même globalement sur les obligations, c'est les obligations souveraines. Donc c'est vraiment du risk-off. Souveraines donc en euros et plutôt sur du court terme euro et dollar. Et en corporate, ce qui a souscrit, c'est l'investment grade, et vraiment sur du court terme. Donc on voit là un mécanisme plutôt risk-off du coup. Donc on revient sur du souverain et sur l'investment grade, on va vraiment sur du court. Et ce qui a décollecté, c'est vraiment tout ce qui est investment grade euro et dollar plus long, de l'émergent et les high yield à la fois euro et mondial. Donc globalement, là on voit de la décollecte sur ce qui est le plus risqué au point de vue obligataire. Donc en macro, ça décollecte globalement sur la classe obligataire, mais quand on regarde un peu plus dans le détail, le mouvement de rotation qu'il y a pu avoir sur les obligations, c'est quand même plutôt risk-off. Et donc on va plutôt sur du souverain, sur des choses moins risquées, dans un contexte d'environnement global, certainement économique, un peu plus... un peu d'incertitude. Exactement. Oui, légèrement sur le mois d'avril. Si on regarde l'industrie ETF à travers le prisme ou le filtre de l'ESG, avril marque un mois de décollecte, c'est ça, du thème ESG au sens troisième mois consécutif de décollecte. Et là, ça s'accélère de manière relativement nette. Des mois de décollecte, globalement, on en a vu, mais pas tant que ça. Et là, 3 mois consécutifs, ça commence à marquer là aussi une tendance, pour reprendre vos mots. Et on voit surtout que ça s'accélère et ça décollecte à la fois sur les actions, où on a 4,8 milliards de décollecte, vraiment spécifiquement sur l'extra-financier, donc sur l'ESG. 1,6 milliard sur l'obligataire, donc ça décollecte des deux côtés de manière relativement importante. Le mois dernier, sur les actions, par exemple, c'était 2 milliards de décollecte. Donc là, on voit que ça s'accélère globalement. Donc les parts de marché, globalement de l'ESG, diminue à la fois en actions et en obligations. Si on regarde juste sur la part action, maintenant, on est à moins de 20%. On était encore l'année dernière à 21-22%. Donc on voit que ça décollecte quand même globalement. Et sur la part obligataire, on est à 20,9%. Donc il y a un peu plus d'obligataires ESG, parce que les fils sont un peu plus faciles, notamment sur le corporate. Et on voit du coup, là, que le rythme de décollecte vraiment sur l'ESG s'accélère. On est plus sur un rythme défense que ESG. C'est ce qu'on voit aussi, c'est ce qu'on sent dans l'air ambiant. Est-ce que les émetteurs insistent quand même avec l'idée que les nouveaux produits doivent être compatibles? Ce mois-ci, on aura des nouveaux produits. D'accord, on va y revenir. Parlons des émetteurs, Olivier, effectivement. Donc, BlackRock leader, ça ne change pas sur le mois d'avril. Ce qui est intéressant en termes de flux sur le mois d'avril, c'est que Vanguard est arrivé en 2e position, donc là où ils sont eux 4e en termes d'encours, donc ils font un bon mois d'avril devant Amundi, donc ils se classent en 3e position, et qui sont du coup 4e depuis le début de l'année, qui sont du coup 3e uniquement sur le mois d'avril. Van Eck se place en 4e position, donc c'est un relativement petit acteur, mais ça lui fait gagner une place globalement depuis le début de l'année en termes de collecte. Van Eck très présent sur les thématiques globalement. DWS, qui a fait quand même de très très bonnes années en termes de collecte, là se retrouve dernier sur le mois et en décollecte massive. Néanmoins, ils sont toujours 4e en termes de collecte depuis le début de l'année, mais ils font un mois d'avril plus compliqué du côté de DWS, donc la filiale de Deutsche Bank. Ça reste une hiérarchie finalement assez stable, oui, Olivier. Il faut vraiment aller dans tous les émetteurs au niveau du 15e, 17e. Voilà, il faut descendre 15e, 17e. Là, il y a des petits changements de place entre Lingal et Général. Il y a ce genre de choses. Il y a Deutsche Börse qui a déplacé Deken et Van Eck qui déplace Lingal et Général à la 15e place. Donc là, il faut vraiment descendre. Après, les gros sont bien installés. Et après, c'est plus BlackRock évidemment premier, et puis Amundi et DWS. Mais Amundi représente un peu plus de 13% de part de marché, DWS un peu plus de 10%. Donc voilà, les positionnements sont quand même relativement stables d'un mois sur l'autre de toute façon en termes d'encours. Qu'est-ce qu'on peut dire des nouveaux produits qui ont été lancés au cours du mois d'avril, Olivier? Alors on a vu 16 ETF nouveaux lancés sur le mois d'avril, 11 actions, 5 obligataires, et sur ces 16, 5 qui prennent en compte de l'ESG. Donc il y a toujours quand même de la création et toujours de la recherche en fonction des maisons sur l'idée de continuer à développer et à promouvoir l'ESG. Il y a des maisons qui sont spécialisées aussi dessus et qui insistent dessus. Si on regarde un petit peu sur le mois, ce qu'on peut détecter, c'est qu'Amundi a été très présent avec 9 produits actions du coup sur les 11, et 5 de leurs 9 produits actions sont spécialisés sur les actions allemandes. Donc ça, j'ai trouvé ça
intéressant, puisque c'est vrai qu'on... Le renouveau de l'Allemagne. Exactement, ils ont été assez réactifs. Alors, c'était peut-être prévu avant en termes de calendrier, mais voilà, il y a un DAX, un MDAX qui prend en compte des critères extra-financiers, il y a un SDAX, donc pour les 70 plus petites capitalisations, il y a aussi les 100 plus grosses capitalisations. Donc là, vraiment, c'est toute la gamme des actions allemandes, on peut vraiment aller piocher. Donc, on est vraiment au cœur de l'actualité et de la relance de la zone euro par l'Allemagne. C'est ça intéressant. Je pense qu'ils avaient prévu avant, et puis ils ont eu un hasard de calendrier, parce qu'il faut un petit peu de temps quand même pour sortir et émettre des nouveaux ETF, mais là, c'est vraiment une activité. Sur l'obligataire, 4 des 5 produits, des 5 nouveaux produits sont vraiment sur les obligations américaine, ça aussi c'est intéressant, avec du côté de GlobalX un T-bill de 1 à 3 mois, donc vraiment du court, et DWS qui a lancé 3 produits, 3-7 ans, 7-10 et plus de 10 ans, vraiment sur les obligations américaines. C'est vraiment les tendances. Produits à duration, quoi. Exactement, il y a un petit peu de tout. Ouais. Bon, comment est-ce que vous avez, vous, traversé le mois d'avril chez Yomoni en termes de positionnement, de logique d'investissement? Quels ont été les enseignements de ce mois et comment est-ce que vous vous êtes positionné aujourd'hui pour le compte des clients, Olivier? Alors, on a mis un petit peu de prudence, c'est-à-dire que sur nos profils diversifiés, donc on prend souvent le profil qui a sur du long terme à 50% obligations, 50% actions. On a monté un petit peu la part des obligations, donc on est passé à 55-45, donc on a été un petit peu prudent pour protéger un petit peu et éviter de prendre trop de risques. On est resté sur cette optique-là, en se disant, même si les marchés ont bien remonté, il reste quand même beaucoup d'incertitudes et la partie n'est pas finie, la négociation ne fait que commencer. Et ce qu'on a fait aussi, ce qu'on a cherché, c'est d'une part à simplifier, c'est-à-dire qu'on avait un pari sectoriel sur la finance. On a préféré le retirer pour éviter de prendre trop de risques dans un contexte un peu plus incertain en termes de croissance. Et on a augmenté notre part aussi dans les actions américaines. On a augmenté notre part de equally weighted pour diversifier. Donc on s'est dit, il vaut mieux être diversifié. On avait un pari sur la zone euro qu'on continue effectivement de conserver. Et on se dit, voilà, un petit peu plus de prudence, même si on reste exposé quand même globalement. On a beaucoup d'actions américaines aussi au global, puisqu'on est sur des actions par nature. Et voilà, de la diversification, pas d'affolement, pas d'énervement excessif, mais voilà, vraiment diversification pour traverser au mieux la tempête. C'est ça. Et pas de biais trop fort, quoi. Pas de biais trop fort, en attendant d'y voir un peu plus clair, de voir un petit peu comment vont se passer les rotations. Bon, on verra déjà ce qui ressort des pourparlers entre la Chine et les États-Unis dans les prochains jours. Si déjà c'est une étape importante vers la confirmation d'une désescalade ou d'une normalisation future sur la question tarifaire. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Malteste avec nous chaque mois, le directeur des investissements de Yomoni dans Smart Bourse sur Bismart for Change.